Merci de rejoindre Géopolis Télévision. Vous êtes dans Économie et Développement, votre programme qui se propose de faire un focus sur les questions de croissance et développement avec un sujet particulier ce matin, ou bien c'est ce soir, c'est selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Un sujet particulier, j'étais en train de dire, le Nord et le Sud Kivu, vous le savez, les deux provinces de la RDC passent ou bien traversent une situation particulièrement alarmante. Et aujourd'hui, nous parlons de la particularité de la crise, aujourd'hui la crise économique et financière, et on va dire qui étrangle beaucoup au nord et au sud Kivu. Comment faire pour sauver la population du nord et du sud Kivu de ce rouleau d'étranglement, eux qui se retrouvent entre le marteau de la situation sécuritaire et l'enclume de la crise économico-financière? Pour en parler, nous avons le réel plaisir, le réel bonheur de recevoir un professeur d'université, le professeur Dadi Saleh, qui est professeur à l'université, entre autres, de Goma, mais aussi dans plusieurs universités de la région. Il est aussi expert de la question de développement et de l'économie. Et donc, c'est avec lui que nous allons décortiquer ces sujets particulièrement intéressants pour nous et pour vous, chers téléspectateurs. Donc, je m'empresse pour dire bonjour, professeur. Bonjour et bonjour à tous. Est-ce que la présentation que j'ai faite est complète? Si vous est donné de vous présenter vous-même, que direz-vous? Ben non, là, j'aimerais rectifier. Je suis affecté à l'ISDER Goma. L'ISDER Goma. Oui, ISDER Goma. C'est toujours à Goma, effectivement. Et j'enseigne dans plusieurs l'université de... Institut supérieur de développement rural de Goma. Et j'enseigne partout où on m'appelle. D'accord. Oui. Vous êtes aussi expert en économie, développement, en entrepreneuriat, incubateur des affaires. Et pour l'instant, je rapproche un peu l'aspect de la direction de la cité, c'est-à-dire la politique, avec effectivement le développement de notre pays. Donc je suis expert en ça pour le pays du Sud. Alors, professeur, vous avez un regard que j'aime bien quand vous dites que quand vous nous conjurez de ne pas dire la guerre à l'Est. C'est la guerre au Congo. Tout à fait. Mais vous, étant résident à Goma, vous avez un regard qui peut être différent de ceux qui sont loin. Nous sommes tous au Congo, mais vous avez peut-être une sensibilité différente. Donc, la question qu'on vous pose, comment vont le Nord et le Sud Kivu aujourd'hui? Très mal, comme nous le savons. Et le problème, c'est que la question est maintenant structurelle. On risquerait d'aller plus loin et dire que ça devient de plus en plus sociologique. Mais je pense qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Nous espérons que nous pouvons prendre bénéfice de toute cette expérience de plus de 60 ans après l'indépendance et maintenant des 30 ans où la République démocratique du Congo, j'ai sorti une petite théorie il y a un temps où nous avons été, où nous sommes encore dans la balkanisation indirecte. Oui. On a fait 30 ans de balkanisation indirecte avec énormément de conséquences économiques et maintenant là nous sommes en train d'étendre avec l'ennemi du peuple congolais, notamment le Rwanda, l'Ouganda et les néocolonialistes, ces complots au niveau international, nous tendons vers la balkanisation directe. Mais nous avons subi la balkanisation indirecte jusqu'aujourd'hui. On devait féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous pensons qu'il semble avoir compris cela pour prendre certaines dispositions qui malheureusement restent un peu théoriques, mais certaines dispositions assez fermes pour que nous puissions comprendre qu'il faudra qu'on arrive à notre philosophie, Kujitegemea, Tomilukela Tuso Sangemo Situji Kebela. Et ça rencontre totalement la philosophie de Patrice Emery Lumumba, de Kimpa Vita, de nos héros, de Simon Kimbangu Fumu, où il nous faut l'indépendance totale, l'indépendance politique, l'indépendance économique, l'indépendance culturelle. Voilà, mais le Nord Kivu, par exemple, ou bien l'Ituri et le Sud Kivu, les trois provinces qui vivent, on va dire, actuellement des affres de l'insécurité, c'est aussi beaucoup de déplacements. On dit on est au-delà de 6 millions. Si on ajoute avec toutes les provinces, c'est environ 7 millions. Tout à fait. 7 millions de déplacés. Donc, c'est des forces de production qui se déplacent. Oui. Alors, comment se passe la production et la consommation dans ces provinces-là? Alors, on aimerait féliciter d'abord la résilience
comme vous avez dit, de ce peuple-là, que ce soit du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, de toute la République en général, mais là plus particulièrement, parce que malgré tout, ça va, il y a quand même un développement, une croissance économique énorme qui s'est accompagnée par la croissance aussi démographique, même si c'est utilisé, comme vous venez de le dire, un peu pas au maximum. Parce que la ville de Goma, par exemple, où ça fait plus de 20 ans, c'était pas vraiment une grande ville, c'était une très petite ville. Mais là, c'est une ville maintenant qui compte plus ou moins 2 500 000 personnes et qu'avec des déplacés, la ville est allée au-delà des 3 millions de personnes. Et nous devons presque la même chose que Bukavu. Et on doit signaler que parmi les grands pôles économiques, mais surtout commerciaux de la République démocratique du Congo, non seulement on a Kinshasa, on a Matadi. Économiquement, oui, on a les grands Katanga, mais sur le plan commercial, oui. Le Goma, l'axe Goma, Butembo, etc., représente, si je ne m'abuse, le troisième axe commercial dans ce sens-là. Donc, il y a énormément de liquidités qui circulent, il y a énormément de valeurs ajoutées qui circulent, et exactement, malgré tout, Goma a pu, le Nord Kivu, l'Est a pu résister. Mais cela étant, il faut comprendre que c'est justifié par plusieurs facteurs. Oui. À part le fait effectivement d'avoir ce dynamisme de la population, mais le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, si vous comprenez très bien, par exemple, le Nord Kivu regorge plus de 15% de la production du coltan au monde, pas en République démocratique du Congo. Plus de 15% juste avec Rubaya et les environs de la production. Ces minéraux, pour l'instant, c'est parmi les minéraux hautement stratégiques de la République démocratique et du monde. Et qu'effectivement, cet endroit-là comporte effectivement plus de 80% de réserves au niveau mondial. Dans ce sens-là. Donc, la République démocratique du Congo, avec cet endroit, beaucoup de gens ignorent un peu, n'en parlent pas. Eh bien, dès que nous parlons du nucléaire, c'est encore au Nord Kivu. Ah ben oui, vers les Lubero. Okay. En grande partie, c'est encore le Nord Kivu. Et le Nord Kivu fait partie, effectivement, comme les Lualaba, un peu beaucoup d'endroits, ça va, au Congo, où il y a beaucoup de minéraux. Que ce soit l'or, que ce soit le diamant, que ce soit effectivement le bois. Okay? Il y a beaucoup de valeurs ajoutées que le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri octroient et offrent à la République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'on comprend ce convoitise, ça va, du Rwanda, de l'Ouganda et du néocolonialiste. Ça va, parce qu'ils ont compris que tout ce qu'il y a peut bénéficier à la République démocratique du Congo, mais comme ils ont utilisé les cuivres au détriment de la République démocratique du Congo, c'est la même chose avec la balkanisation indirecte, qu'ils utilisent effectivement ces richesses au détriment de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que nous avons, comme M. Youma l'avait si bien dit, et tous les experts comme nous, eh ben, on n'a que des contrats léonins. Et du côté minier et du côté de tous les grands contrats. Il n'y a pas franchement plus de 10% des contrats en République démocratique du Congo qui bénéficieraient vraiment, ça va, au vrai développement de la République démocratique du Congo. Tenez par exemple du côté minier, qui est la première grande production, à plus de 42% du PIB de la République démocratique du Congo, surtout sur le plan extractif. Ça va, c'est pas surtout sur le plan de la transformation. Donc, c'est sur le plan minier, là c'est les Chinois, les Canadiens, les Américains et entre guillemets malheureusement les Rwandais et les Ougandais qui bénéficient de toute la manne de la République démocratique du Congo plutôt que les Congolais. À part certains garçons de course, vous avez compris, certaines petites autorités, mais ça ne passe pas par le chemin normal pour enrichir la République démocratique du Congo. Donc, les Nord Kivu et les Sud Kivu et l'Ituri sont des exemples parmi tant d'autres de la République démocratique du Congo qui font en sorte qu'effectivement, ces voisins-là qui ont compris qu'on n'est pas capable de défendre, ça va jusqu'à par un leadership assez faible, leadership global assez faible et gangréné effectivement par des espions détruits comme la Belgique l'avait dit à l'époque après l'indépendance égale avant l'indépendance. Au fond, c'est ça la stratégie qu'ils ont appliquée. Et nous sommes tombés un peu dans ce qu'on appelle un peu politique d'Autriche et diplomatie naïve. Où vous savez, en termes rhétoriques... On est dans l'attentisme. Oui, on est dans des rhétoriques et dans l'attentisme. Mais nous comprenons, parce que beaucoup de leaders, selon mes enquêtes, ça va,
Il y a un sénateur italien en Italie qui m'avait dit qu'il a participé à plus de 11 missions où il devait décider qui va être président de tel pays africain. Okay. Et notamment la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, en grande partie, nous sommes même incapables de mettre nous-mêmes nos propres présidents. En grande partie. En grande partie, notre économie reste totalement extravertie parce que tout simplement, écoutez, nous sommes dans le néocolonialisme. C'est-à-dire, nous sommes encore dans le colonialisme autrement. Okay. Ça va, nous ne contrôlons rien. On ne contrôle pas grand-chose dans l'essence économique. C'est là où j'ai dit, est-ce que nous avons des gens qui ont appris c'est quoi l'économie dans l'essence stratégique? Pas dans l'essence opérationnelle, ça va, où vous avez, surtout dans le sens de macroéconomie. Ça va, mais je parlerai plus dans le sens de macroéconomie du développement. Pour ne pas entrer dans les agrégats simples macroéconomiques. Non, on entre dans les agrégats macroéconomiques du développement, où effectivement, la philosophie déjà. Quelle est la philosophie économique de la République démocratique du Congo? Si vous posez déjà cette question, à beaucoup de gens, ils seront incapables de vous répondre. Quelle est la philosophie économique de la République démocratique du Congo? Qui ne devait pas dépendre, ça va, d'un politicien qui ferait 5 ans. Okay. Absolument pas. Qui ne devait pas dépendre d'un politicien qui peut même faire 10 ans. Non, qui est une structure un peu comme la Chine, avec l'implantation avec Mao Tse-tung, qui est un peu une structure comme les États-Unis, ok, malgré le fait que Trump peut essayer d'échanger ABCD, mais l'économie américaine, c'est l'économie américaine. Un point, un truc qui a des règles, c'est le capitalisme pur et dur, etc. Donc jusque-là, nous n'avons pas une philosophie de l'économie et du développement de la République démocratique du Congo. Et effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on soit la gâchette, ça va, de l'Afrique, et qui font tout effectivement pour utiliser des marionnettes pour que nous ne puissions pas contrôler notre économie, pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui. Et qu'on n'est pas en train de raconter n'importe quoi. On n'a aucune banque congolaise. Ah oui, il n'y a pas de banque congolaise, il n'y a que des banques des étrangers et des filiales. Aucune banque, pauvre Dokolo, qui avait au moins créé une banque congolaise, et qui vite a été découragé par ces néocolonialistes. C'était pas que c'était une banque mal gérée, non, ils ont tout fait pour casser. À vrai dire, nous n'avons aucune grande compagnie aérienne. Voilà, les structures économiques ne sont pas gérées par nous. Vous dites qu'on ne contrôle rien, mais le Nord Kivu ou le Sud Kivu aussi, c'était des greniers en quelque sorte d'autres provinces. C'était, on va dire, comme une source où on produisait des féculents importants comme les pommes de terre, on produisait le haricot, on produit aussi d'autres produits manufacturés. Du point de vue agricole et des produits manufacturés, comment ça se passe? Est-ce que la crise actuelle a perturbé toute cette production? Comment ça se passe, oui. Production et consommation? Déjà, cette production était au rabais, oui. Ça va, au rabais dans le sens exactement du déplacement de la population et du non-contrôle de la population. Parce que vous savez, on ne sait même pas on est combien en République démocratique du Congo, exactement. Ce qui fait qu'effectivement, on ne sait même pas on est combien à Goma. On est combien au Nord Kivu. Tout un pays, hein. Je suis désolé de le dire, on ne sait pas. Or, c'est-à-dire que tous les projets qui sont implantés ont un degré de niveau d'erreur très élevé. Parce que tout projet que vous pouvez implanter est supposé tenir compte effectivement de l'exactitude d'une population donnée. Oui. Ça va? Mais là, nous ne savons pas. Nous sommes à combien en République démocratique? Même à Kinshasa, on ne sait pas on est à combien. Il y en a qui s'hasardent à dire 15 millions, d'autres 20 millions, d'autres 20. Chacun peut avoir ses chiffres comme il veut. C'est la même chose. C'est-à-dire que tous les projets, ça va, qui ont été exécutés pouvaient être sûrs et certains que la marge derrière a été de plus de 20, 30, parfois 50%. Ce qui fait que ça n'a pas marché en grande partie. Maintenant, la guerre est venue empirer la situation. Avec des déplacements de plus de 6 à 7 millions de personnes, et c'est largement plus. Vous avez bien compris qu'il y a eu des villages entiers qui se sont déplacés. Donc les gens qui devaient cultiver, ne pouvaient même plus cultiver parce qu'ils ne sont plus à leur endroit naturel. Voilà. Parce qu'ils se sont déplacés. Mais on va à pire que ça. Nous avons plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués. Ça s'appelle génocide. J'ai expliqué encore une fois à certaines autorités, bon, ok, vous allez faire l'économie sur les 10 millions de personnes qui sont décédées. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que ces personnes vont produire? Comment est-ce qu'elles vont consommer? Comment est-ce qu'effectivement elles vont distribuer? Ce n'est pas possible de faire l'économie avec les gens qui sont décédés, parce qu'ils sont déjà partis. Or, ces gens-là étaient quelque part, produisaient quelque part. Donc, il y a une perte directement de production. Il y a une perte de distribution et naturellement, il y a une perte de consommation. Ce qui du reste normal.
Et il faut bien dire qu'il y a eu parfois des endroits où il y a remplacement d'une population avec une autre population. Ce qui, effectivement, le président en a parlé maintenant, en fin de compte, parce que nous en avons parlé depuis très longtemps, en fin de compte, ce qui fait qu'il y a une destruction du tissu économique. Vous savez, effectivement, chaque population a ses habitudes, a sa façon de produire, à sa façon de distribuer, de consommer, effectivement. Mais quand vous mixez avec des populations nouvelles qui veulent essayer de dominer, ce qui fait qu'ils coupent directement les rythmes de cette population restante en faiblesse. Donc, la production a été non seulement hasardeuse, mais surtout pas au maximum. Que ce soit ce que nous appelons résilience, et c'est la raison pour laquelle nous restons un pays potentiellement riche, mais parmi les pays les plus pauvres, avec entre 80 et 83% des gens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Donc, au fond, la pauvreté dans laquelle nous sommes s'explique malheureusement par par une sorte de lassitude de l'élite congolaise, par une sorte de non-contrôle de notre économie. Comme je l'ai dit, vous prenez 10 à 15, 20 ans. Quelles sont les mesures fortes, qui ont justifié un peu le vouloir de l'amélioration de notre économie? Allez prendre tous les arrêtés que vous voulez. Ouais, c'est vrai, quelqu'un peut me citer les changements du code minier, n'est-ce pas? Mais non, j'ai dit, j'ai fait au moins plus de 5 ans en train de travailler dans les entreprises minières. Mais il y a eu aussi des investissements, tout ça. Est-ce que ça n'a pas boosté le tissu économique? Non, justement, ça n'a pas boosté le tissu économique, ça a boosté certains individus. Certains garçons des courses qui ont effectivement vilipendé et qui ont eu la possibilité de vendre à vil prix l'économie congolaise aux étrangers. C'est ce qui a facilité la pénétration des Chinois. Je suis concret, s'il vous plaît. Je pense que vous le savez mieux que moi que l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo vient de déclarer qu'il ne reconnaît aucune entreprise minière au Sud Kivu. Soit légalement enregistré. Laissez-moi le mot légalement. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît aucune entreprise minière. Chinoise. Et nous le disons depuis très longtemps, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu, nous avons des complices qui ont tué cette nation, qui ont tué totalement l'économie de cette nation, mais exactement, vous le laissez là. Nous l'avons dit depuis combien de temps? Là, c'est l'ambassadeur qui vient. Maintenant, vous allez le croire. Vous n'arrivez pas à nous croire, nous les experts, on vous a dit, il n'y en a pas. Et on était traités de tous les mots parce qu'effectivement, il n'y avait que des garçons de course pour essayer de les protéger. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un journaliste qui a fait un peu de documentaire démontrant que même les autorités n'étaient pas capables d'entrer dans ces sites-là, illégalement effectivement constitués. Même les autorités, un ministre provincial des mines qui n'était pas capable d'entrer dans une zone minière dans sa juridiction. Voilà. Vous comprenez de quoi nous parlons? Voilà. Donc, les gens qui ont tué l'économie de la République démocratique du Congo sont connus. Celui qui ne les connaît pas, ça les regarde, nous sommes devant les médias, mais sont connus. Donc, l'économie de la République démocratique du Congo a été donnée aux étrangers. Où vous connaissez très bien mieux que moi que Rubaya, les contrôles effectivement du bois d'une façon illicite en Ituri. Tout le monde connaît que ça va en Ouganda. Tout le monde connaît effectivement que l'or, les cassitérites, les coltans, ça va au Rwanda. Qui ne connaît pas? Et qu'effectivement, si vous allez à Rubaya, si vous allez à Walikale, c'est parmi les zones les plus minables de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de grandes constructions, il n'y a rien. Et pourtant, c'est une zone qui pouvait nourrir, comme effectivement le Lubumbashi l'avait fait, avec la Gécamine, etc., aussi les Kasaï, qui pouvaient nourrir toute la République démocratique du Congo. Parce que je vous parle de 15% de la production mondiale et des réserves de plus de 80% pour des matières hautement stratégiques pour l'instant au niveau mondial. Voilà, mais pendant qu'on parle, il y a une offre de la République démocratique du Congo, c'est pas un secret, c'est même les autorités le disent, une offre de la RDC, une offre minière pour que les États-Unis viennent peut-être exploiter. Ce sera échange mine contre peut-être sécurité, comme on dit ça trivialement comme ça. Que pensez-vous de cette offre-là? Toute offre doit avoir des contreparties. Et que si nous sommes dans une sorte d'imagination de contreparties uniquement par rapport à la sécurité, il ne parlait pas d'offre, parlez de bradage. Ça va? Et heureusement, jusque-là, on ne connaît pas les en dessous. Ce qui fait que nous ne faisons pour l'instant, c'est encore un projet. Exactement, voilà. Nous savons, nous ne faisons qu'émettre des avis et des hypothèses dans toute liberté. Ne parle pas d'offres.
S'il s'agit de la sécurité, alors parler de bradage. Parce qu'économiquement parlant, ça va. Moi, nous vous avons proposé un peu mieux que tout cela. Nous vous avons proposé de revenir un peu au néo-mercantilisme. Ça va où nous devons, où nous devons avoir des entreprises et avoir un système industriel complet. Ça va. Les systèmes industriels complets, ça voudrait dire que toutes les entreprises, par exemple minières, à capacité d'avoir des effets boom, ça va, des effets d'entraînement dans l'économie, doivent être contrôlés par la République démocratique du Congo. Parce que là, nous aurons une valeur ajoutée un peu plus élevée. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons retourner à notre philosophie Kujitegemea, ça va, nous nous constituons le plus rapidement, ça peut se faire dans une année, ça peut se faire dans un mois, et à défaut, ça peut se faire dans 2 semaines. Wow. C'est là où nous parlons de la révolution économique. Parce que dans une situation normale, ça ne peut pas se faire dans 2 semaines. Ça ne peut même pas se faire dans une année. C'est la raison pour laquelle on conseille au chef de l'État de nous comprendre. Ça va, que nous puissions expliquer, donner notre petite pierre, parce qu'il a beaucoup d'experts, mais nous nous posons vraiment des questions, où est-ce que nous allons? Ça va, parce que exactement, les systèmes industriels complets, si nous nous préparons avec notre philosophie Kujitegemea, si nous arrivons à contrôler notre économie, pour l'instant on devait aller à une économie de guerre, mais je n'entre pas d'abord là-dessus. Parce que ça va se combiner. Ça va se combiner. Oui. Si l'économie, si nos ressources peuvent être contrôlées par nous, nous allons reprendre l'économie en main. Parce que pour l'instant, l'économie congolaise n'est pas dans le domaine des Congolais. Je l'ai prouvé à qui veut. Amenez-moi tous les spécialistes du monde, vous allez bien comprendre qu'on n'a pas de banques, on n'a pas d'entreprises minières sérieuses congolaises, on n'a rien. Ça va. Au fond, nous ne sommes que des garçons des courses de nos propres matières premières et de notre propre économie. C'est la raison pour laquelle le président actuel du Kenya, et apparemment, on n'a pas de stratège pour faire sortir les choses clairement. Le président kenyan avait dit que nous sommes même incapables d'avoir une vache. Non, donc, mais ça, c'était de l'ignorance de sa part. Non, ce n'est pas de l'ignorance de sa part. Pourtant, au Congo, on fabrique du fromage. Je précise effectivement que la quantité fabriquée, n'est même pas capable de nourrir plus de 15% de la population congolaise par rapport à ces produits-là. Ce qui fait que, par exemple, par rapport à la viande, le Rwandais et les néocolonialistes ont tué la capacité congolaise à produire la viande, de telle sorte que quand vous voyez la viande venir ici, ça va, il y a eu abattage depuis longtemps, juste à Gisenyi, dans leur abattoir, au minimum 100 vaches. Pour l'instant, ils sont incapables de faire 25 vaches parce qu'ils combinaient. Ça va, ils tuent l'économie avec l'insécurité de Massissi, ils tuent de Lubero, là où nous étions en train de produire un peu effectivement ces viandes-là, comme vous pouvez vous imaginer. Mais maintenant, ce sont plus de viandes venant du Rwanda à travers Goma qui est arrivé ici. On va parler des échanges. Est-ce que vous comprenez un peu simple? Oui, et les gens pensaient que c'est Goma qui produisait? Non, absolument pas. D'accord, on va parler des échanges commerciaux qui existent entre la RDC et le Rwanda particulièrement. Vous avez dit que le Congo n'a pas de banque, ça c'est pas un secret, mais il y a une autre réalité imposée par la guerre. Actuellement, au Nord Kivu et au Sud Kivu, j'imagine, les banques sont fermées, sont restées fermées, ce qui pose on va dire une problématique d'avoir la liquidité. Comment ça se passe pour des transactions commerciales, ou bien transactions économiques simples? Achat, vente et payer les fonctionnaires, mais même ceux du secteur privé, ça se passe comment? On devait déjà comprendre que les banques, malgré le fait qu'ils contrôlent la plus grande masse monétaire, n'est-ce pas, avec les grandes entreprises, avec le paiement, exactement comme vous avez dit, des fonctionnaires, mais les banques ne contrôlent pas la grande masse de la population congolaise. Ouais. Donc plus de 90, il n'y a que 6%, ça va, de la population congolaise qui est bancarisée. Wow. 6% seulement. Donc 94% des Congolais ne connaissent même pas c'est quoi une banque. Ça va, ne fonctionne pas avec des banques, mais fonctionne avec des tontines, avec des avec et avec un peu de likelemba, etc. Ils ne vont jamais déposer leur argent en banque et ils ne reçoivent rien, ils n'ont pas d'épargne en banque et ils ne reçoivent pas de crédit. Ça, c'est déjà le taux de pénétration bancaire au Congo étant de 6%, et pourtant, en Afrique, c'est 15%. Nous sommes parmi les pays les plus ridicules, encore une fois, sur ce point-là. Donc, s'il vous plaît, quand on parle des banques, il faut relativiser les choses. Parce qu'effectivement, les banques permettent aux grandes entreprises. Et ces grandes entreprises sont néocolonialistes.
Ça va, c'est-à-dire effectivement les entreprises dont nous avons parlé, que ce soit brassicole, que ce soit des médicaments, je ne cite pas les noms pour les raisons déontologiques, ça va. Quelles sont les grandes entreprises des Congolais? Franchement, on n'a pas 5% des grandes entreprises qui appartiendraient aux Congolais. Ça appartient encore dans leur propre circuit. Ça va, ces filiales-là les utilisent effectivement. Donc, c'est un système financier et économique qui est un peu greffé. Ça vient de l'étranger pour profiter de la manne en République démocratique du Congo. Ce qui fait que la situation actuellement, ça va, est catastrophique. Déjà, la situation sur les terrains était terrible. Les gens vivaient au taux du jour, comme je vous ai dit, plus de 90%, ça va, de la population congolaise vivait sans banque, avec le peu d'argent qui pouvait encore circuler. Cet argent-là a continué à circuler. Mais comment? Parce qu'effectivement, selon certains spécialistes, 75% des business, ça a été pillé. Au Nord Kivu, au Sud Kivu. Ça va. Ce qui fait que la capacité pour l'instant de production est à moins très faible, de 20 à 30% de la capacité qui était déjà médiocre. Vous comprenez? Donc, ici, les gens vivent au-delà du taux du jour, ils vivent au quotidien du taux du jour, Donc, aujourd'hui, à Goma, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous êtes pauvre. Vous avez un problème de liquidité, puisque les riches, au fond, gardent leur monnaie, pour raisons sécuritaires, dans des banques. Voilà. Presque tous les riches, ou bien les gens un peu nantis, ou bien qui travaillent, ils gardent leur argent dans des banques. Alors, si les banques ne leur donnent pas l'argent, comment est-ce qu'ils vivent? Donc, ils deviennent aussi, entre guillemets, pauvres. Parce qu'ils vivent avec le minimum, ils ne peuvent pas retirer leur argent à partir de leur compte. Et les pauvres, effectivement, ils s'appauvrissent encore plus. Ça va? Parce qu'il n'y a pas de circulation monétaire. Parce que vivre au taux du jour signifierait que vous avez votre petit business, ok, qui dépend, entre guillemets, de ces grands business-là, qui ont amené, par exemple, des sacs de ciment, ok, qui ont amené, par exemple, la braise, qui ont amené des produits en grande quantité, et vous, maintenant, qui vivez au taux du jour, vous êtes des revendeurs, etc. Alors, vous allez être revendeurs de quoi? Ce qui fait, effectivement, qu'il y a carence de deux côtés. Ça va? À Goma pour l'instant, à Bukavu pour l'instant, je vous assure, c'est une misère indescriptible. Mais non, il y a quand même certaines pistes de solutions palliatives qui n'arrangeraient pas notre économie à moyen et long terme. Voilà. C'est malheureusement encore une fois les Rwandais. Donc beaucoup de produits sortent encore du Rwanda. Exemple simple, là on peut quand même citer, ça va, quand il s'agit des produits brassicoles, ok, l'abraliment ayant été pillé totalement, on ne pourra pas reprendre maintenant. Ce qui fait qu'effectivement, que c'est les Rwandais qui essaient tant soit peu de suppléer. Donc ce sont les produits du Rwanda, que ce soit les sucrés, effectivement, que ce soit de la bière, qui arrivent à Goma et à Bukavu. Mais les Rwandais n'ont pas la capacité elle-même, en tant qu'industrie, ça va, de fournir ces produits-là à plus de 80%. Absolument pas. Et nous avons des produits comme des tomates, nous avons des produits comme effectivement les haricots. On a tout le produit, effectivement. Comprenant que déjà la population déplacée ne pouvait pas cultiver comme il le fallait, puisque c'est plus ou moins 24%, si je ne m'abuse, ça va, de notre PIB qui vient de l'agriculture. Okay. Or, comprenant cela, la population étant déplacée ne pouvait plus produire comme il fallait. Donc, au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, la production agricole avait largement baissé sciemment par les néocolonialistes pour qu'effectivement la production du Rwanda, la production de l'Ouganda, la production du Kenya, en grande partie, et de la production de la Tanzanie, et la présidente de la Tanzanie l'avait si bien dit, puisse avoir le marché, effectivement. Voilà, donc la RDC est réduite au statut de marché. De marché, juste de consommation. Exactement. Voilà, professeur Dadi Saleh, on vous garde encore sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Économie et Développement. Et nous recevons le professeur Dadi Saleh. Nous parlons du Sud et du Nord Kivu et possiblement aussi de l'Ituri. Les trois provinces qui sont aujourd'hui étreintes par l'insécurité qui affecte ou bien qui a un impact négatif sur l'économie et le développement. Mais le développement et l'économie, ce n'est pas seulement au Nord Kivu, au Sud Kivu ou à Kinshasa ou en RDC. Voici maintenant la rubrique Écho d'ici et d'ailleurs. Écho d'ici et d'ailleurs, ouvrons cette rubrique avec une réforme qui va bouleverser les économies mondiales, la réforme des Nations Unies.
Coupes budgétaires, réduction des effectifs et relocalisation sont au menu de l'initiative de réforme ONU 80 lancée par le secrétaire général Antonio Guterres le 11 mars dernier, explique laconiquement le site internet des Nations Unies. Lancé il y a 3 mois, les impacts économiques de la réforme ONU 80 se font déjà sentir. Confrontés à une crise majeure, les Nations Unies doivent faire face à la multiplication des conflits sur le terrain. Cependant, l'ONU a opéré une réduction drastique de son plan d'aide humanitaire mondiale pour l'année 2025 en raison des coupes budgétaires les plus importantes jamais opérées. Il passe de 44 milliards de dollars demandés à 29 milliards de dollars. La réforme ONU 80, elle, prévoit des coupes dans les équipes d'au moins 20%. Dans un courrier envoyé au personnel des Nations Unies, Rosemary DiCarlo et Jean-Pierre Lacroix, diplomates au sein de l'organisation, préviennent « Il ne s'agit pas d'une situation temporaire, c'est structurel. Cela va être indubitablement un moment difficile pour chacun de nous », reconnaissent-ils. Autre nouvelle, l'ASLECAF pourrait doper les investissements directs étrangers en Afrique de 120%. Alors que les flux mondiaux d'investissements directs étrangers chutent à des niveaux historiquement bas, l'ASLECAF pourrait offrir au continent une opportunité sans précédent de stimuler l'investissement et de dynamiser la croissance économique. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les flux mondiaux d'investissements directs étrangers IDE, publié le 16 juin 2025, une mise en œuvre complète de l'ASLECAF pourrait faire grimper les IDE sur le continent de 85% en provenance des pays africains eux-mêmes et de 120% depuis le reste du monde. En créant un marché intégré de 1,4 milliard de consommateurs et un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars, l'ASLECAF est perçue comme un moteur de croissance et de compétitivité essentiel pour l'Afrique. La concrétisation de ce potentiel dépend toutefois de l'application effective des protocoles relatifs à l'investissement, à la concurrence et à la politique industrielle, ainsi que du développement des infrastructures, notamment dans les transports et l'énergie, et de la stabilité macroéconomique et politique sur le continent. Écho d'ici et d'ailleurs explore aussi la guerre des Moyen-Orient. Qu'en fait Iran, Israël, États-Unis derrière la guerre des missiles, la guerre du pétrole et des crypto-monnaies? Le pétrole s'effondre après des missiles. Normal, l'Iran a tiré pour ne rien toucher. Bienvenue dans la géopolitique millimétrée. On bombarde pour la forme, on prévient Washington par politesse et on laisse le détroit d'Ormuz ouvert pour ne pas fâcher les marchés. Mais pendant que tout le monde se félicite de l'automaîtrise, 90 millions de dollars des cryptos iraniennes sont réduits en cendres numériques par des hackers israéliens. La guerre cyber ne fait peut-être pas de bruit, mais elle frappe déjà là où ça fait mal, dans les circuits financiers du régime. Hier encore, tout le monde s'attendait à voir le pétrole s'envoler. Après tout, l'Iran venait de tirer les missiles sur une base américaine au Qatar. Une riposte d'ailleurs directe aux frappes de Donald Trump contre ses installations nucléaires. Et les marchés pétroliers financiers avaient donc toutes les raisons de trembler. Et pourtant, le pétrole s'est au contraire effondré. Moins 7% pour le baril de Brent et même recul pour le baril de pétrole américain, passé sous la barre des 60. Retour sur ce plateau, merci encore une fois de votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous poursuivons donc avec l'émission Économie et Développement. Le professeur Dadi Saleh, qui nous fait honneur d'être sur ce plateau, continue à nous répondre. Professeur, ce n'est un secret pour personne. Il y a une administration parallèle qui est installée au niveau du Nord Kivu et Sud Kivu aussi. Et l'une des décisions de cette administration était d'ouvrir ou bien de l'élargir
le temps de fermeture de frontières, parce que la frontière depuis 2022, frontière RDC-Rwanda fermée à partir de 15 heures, maintenant ça va jusqu'à 22 heures. C'est un fait. Il y en a peut-être qui se réjouissent du fait qu'il y a intensification des échanges, mais est-ce que cela ne va pas justement accroître ou bien accentuer la dépendance de la RDC au Rwanda par exemple? Oui, malheureusement. Non seulement la fermeture des frontières au niveau aérien est fermée, c'est-à-dire avec l'aéroport de Goma, ça c'est maintenant fermé, pourtant c'était un peu ouvert et vous avez bien compris qu'il y a des gens qui réclament à tort ou bien à raison pour que ça puisse s'ouvrir. Maintenant nos frontières terrestres exactement continuent et que cette réduction, cette amélioration dans le sens de temps ne fait que faciliter les Rwandais, l'Ouganda et le Kenya. Parce que exactement, ils préféreraient entrer. C'est un peu comme si Goma devenait Gisenyi. Entrez et sortez comme vous voulez et effectivement amenez vos produits, mais nous amenons quoi au Rwanda? Pas grand-chose pour l'instant, parce que nous ne produisons pas grand-chose. Donc, c'est un peu une sorte de flèche à sens unique. Vous avez compris? C'est un peu une flèche à sens unique. Donc, il y a pour conséquence d'affaiblir carrément exactement, la production. pour conséquence d'affaiblir encore plus l'économie des Goma, des Bukavu et tout le reste. Au fond, c'est ce qu'ils veulent dans la profondeur. Parce que vous savez, contrôler, c'est lui qui contrôle les finances, contrôle un pays. Ah ben oui, ça je peux vous le dire. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle vous avez compris que beaucoup de nos politiciens essaient de contrôler effectivement les finances de la République. À tort, je dis bien à tort, de la République démocratique du Congo. C'est eux qui sont capables d'injecter l'argent et de donner à qui ils veulent l'argent et des postes. Donc, le nerf de la guerre même, ce sont les finances. C'est l'argent, comme on l'a dit. Pour l'instant, vous avez bien compris que eux contrôlant les frontières, contrôlant Rubaya, contrôlant les minéraux comme nous les savons aujourd'hui, ils se font effectivement beaucoup d'argent. Non seulement dans l'exportation de ces minéraux-là maintenant, par des frontières d'une façon un peu plus claire, un peu chaque jour, matin, midi, soir, que ce soit du côté d'Idji, parce que les gens n'en parlent pas. Là, c'est une frontière de l'eau naturelle, donc plutôt que passer par la frontière terrestre, ils peuvent passer par la frontière maritime, très facilement, et c'est ce qu'ils font. Et c'est plus facile, juste des bateaux qui ramènent des produits, etc., au Rwanda, ni vu ni connu par l'essence officielle, comme ils contrôlent tout. Pour l'instant, et c'est ce qui s'est fait, je vous le confirme. Ils n'ont plus besoin de faire traverser un peu le minerai nécessairement par la frontière terrestre. Non, 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 ils contrôlent tout, ils font ce qu'ils veulent. Vous pouvez être sûr et certain, et c'est ce qu'ils font exactement. Donc, ça détruit encore une fois, c'est un pillage systématique dans ce cadre-là. Donc, leur favorise. Parce qu'effectivement, le business se fait un peu plus facilement et ces mouvements-là du Rwanda vers Goma deviennent de plus en plus intenses et à vrai dire, ça devient, comme je l'ai dit, une des pistes de solutions pour quand même faire vivre Goma. Ça va? Et Bukavu. Parce que c'est une mauvaise solution, mais c'est une piste de solution. Donc, les gens ne meurent pas de famine à Goma. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces mouvements existent. Pour la simple population, la population est quand même un peu contente. Mais pour le rebelle, ça tend à équilibrer un peu, ça va, la situation qui est déjà catastrophique. Il faut dire que s'il y a des tensions sociales, par exemple, comme à Bukavu, c'est aussi par le fait de l'économie, par le fait des tueries et de l'économie. Ventre creux n'a point d'oreille, et exactement, les gens se disent, mais trop c'est trop, on risque de mourir de famine dans nos maisons. Donc c'est une situation aussi qui les dérange. Ça va, la situation des banques et la situation économique, mais ils essaient de trouver effectivement des pistes et des solutions qui, d'ici là, ils sont en train d'injecter beaucoup d'argent et même des faux dollars. On en a appris, on n'a pas peut-être beaucoup de preuves, des faux dollars et des faux francs congolais pour que quand même il y ait une certaine circulation et que la population puisse se calmer. On sait qu'il y a eu des commandes, ça va, leurs propres commandes avec leurs propres businessmen qui vont encore imposer et d'autres personnes qui viennent avec des capitaux. Ça va? Des capitaux, ça signifie effectivement, vous venez effectivement avec beaucoup d'haricots qui viennent totalement de l'étranger, vous venez avec beaucoup de choses et vous injectez ça dans les grands marchés de Goma et de Bukavu et d'ailleurs, vous vous imposez. Donc, ils vont encore se faire beaucoup d'argent pour essayer de calmer la situation et la population qui n'aura pas beaucoup de choix n'aura que l'obligation d'acheter. Et qui perd encore une fois, c'est la République démocratique du Congo. Voilà, mais il y a... Dans le Nord Kivu, par exemple, ce n'est pas tous les territoires qui sont entre les mains des rebelles. Il y a, par exemple, le Butembo, le Lubero qui sont entre les mains
de l'administration congolaise, les FARDC aussi. Comment ça se passe, les transactions économiques, les transactions commerciales entre Goma et Butembo? Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de transactions? Il y en a, oui. Oui, comment ça se passe? C'est le minimum, effectivement. Déjà, il faut noter que ça se faisait déjà à l'époque où Goma était contrôlé par les gouvernements et que la zone, la ligne, effectivement, vers le parc était contrôlée avec Rutshuru, etc., par les rebelles. Dans ce cadre-là, il y avait toujours des motos, ça va? Des motos qui transportaient le peu de marchandises et parfois Kamandi pour le poisson, etc., qui arrivaient toujours à Goma avec des taxes des rebelles et des taxes effectivement du gouvernement énormes. Et il y a aussi le chemin Beni Butembo, Kampala, ou bien Ouganda, vers Rwanda, et vous arrivez à Goma, ou bien vous descendez vers Bukavu. Ça a toujours été utilisé, et pour l'instant, beaucoup de commerçants sortent de Beni, de Butembo, ils passent par l'Ouganda et puis par le Rwanda pour amener quand même des marchandises comme ils peuvent. Donc il y a quand même des petites transactions qui se font et qui font en sorte que c'est vrai. Il y a un problème de liquidité, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de transactions économiques. Il y en a, frauduleusement, officiellement et dans tous les sens. Donc il y a une créativité qui est en train de se créer, mais franchement, ce n'est pas au bénéfice de l'économie congolaise. Ça s'appelle un peu survivre. Vous savez, en économie, on dit la production, la distribution, la consommation, tout ça a horreur du vide. Parce que quelqu'un veut produire. Quelqu'un produit même si ce n'est pas toi. C'est maintenant un étranger. Donc, on a même des gens qui sont aux États-Unis aujourd'hui qui sont en train de se dire comment moi je vais faire parvenir les produits à Goma. Voilà. Vous comprenez? Donc, il y a horreur du vide. Horreur du vide dans la distribution. Il y a des choses qui sont en train de se créer qui ne sont pas contrôlées par les gouvernements congolais, qui sont contrôlées à leur partie. En grande partie, je peux vous garantir, ça va, les ennemis qui nous attaquent sont assez organisés pour savoir ce qu'ils font. Ils ont fait exprès pour faire piller beaucoup d'entreprises. J'ai dit clairement, il y a des entreprises qui n'étaient pas pillées, c'est eux qui ont autorisé le pillage de ces entreprises-là. Parce qu'en sachant effectivement qu'ils créent les chaos économiques pour qu'en fin de compte, qu'ils puissent venir comme des solutions économiques et mater la population. C'est franchement des stratégies simples et simplistes, mais bon, malheureusement, apparemment, le vrai gouvernement de Kinshasa, jusque-là, ne prend pas assez de mesures en amont pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Parce que ça fait longtemps qu'on avait proposé des pistes et des solutions pour que la situation économique actuelle et politique, parce qu'il ne faut pas trop séparer, ça va, l'économie avec la politique. Parce qu'à ce moment-là, nous parlons de deux notions, politique économique et économie politique. Ça nous ramène effectivement à avoir des méthodologies, n'est-ce pas? Des méthodologies pour faire l'économie, ça va, pour faire la production, la distribution, la consommation, mais ça nous ramène aussi à comprendre les politiques, la façon de gouverner la cité, ça va, pour arriver effectivement à utiliser les ressources rares, qui resteront rares, vers les besoins qui sont illimités de la population. Comment utiliser? C'est là où on parle de l'économie politique et de la politique économique, où il y a un lien très fort, parce qu'effectivement, ceux qui prennent toutes les grandes décisions, ça va, de l'économie, du marche de notre économie, ce sont les politiciens. Il ne faut pas oublier. Ouais. Parce que nous avons le budget, la loi financière, non seulement la loi financière, mais nous avons des ministères, où, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'économie, que ce soit des finances, où il y a des politiciens qui doivent prendre des décisions, n'est-ce pas, pour que nous arrivions maintenant, en tant qu'entrepreneurs, en tant que population, à vivre et à produire, à consommer, à distribuer. Voilà, donc, chers téléspectateurs, on va poursuivre cette émission. Nous recevons le professeur Dadi Saleh. On parle de l'économie aujourd'hui qui est un petit peu la prisonnière de la crise sécuritaire, avec un focus spécial du côté nord Kivu et sud Kivu, mais l'économie c'est aussi dans la presse. Voici à présent la revue de presse. Ouvrons cette revue avec Géopolitique Hebdo. Le journal met en évidence une réalisation au ministère des Finances. Le tabloïd titre « Fiscalité en RDC, la facture normalisée au centre de l'échange Doudou Fwamba DGI ». Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a présidé le lundi 23 juin à Kinshasa une importante séance de travail consacrée à l'évaluation des réformes relatives à la facture normalisée. Cette rencontre stratégique a réuni des responsables de Direction générale des impôts, des membres du comité technique de pilotage et ceux du groupe CITAX, partenaire technique pour l'implémentation de cette réforme.
Lors de cette réunion, le groupement SICTAX a présenté les progrès réalisés, notamment le déploiement opérationnel de plateformes numériques et des logiciels au data center, ainsi que l'interconnexion au cours de dispositifs électroniques fiscaux avec le système SIGDEF en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile pour la fourniture de cartes SIM dédiées. Des efforts ont également été engagés pour former les agents de la Direction générale des impôts et lancer les premières actions de sensibilisation à l'endroit des contribuables. Africa News disserte sur l'US Africa Business Summit tenu en Angola. Le corridor de Lobito pour booster l'économie de la RDC, titre le journal. Le président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert les travaux du 17e sommet des affaires USA Africa Business Summit en présence de 6 chefs d'État africains, d'une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, d'une centaine de chefs d'entreprise et d'une importante délégation américaine du département du commerce extérieur. L'hôte du sommet a, dans son allocution d'ouverture, présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Avec ses terres arables, ses minerais stratégiques et critiques, ses terres rares et sa population à majorité jeune, l'Afrique se présente comme un espace privilégié pour un partenariat mutuellement avantageux avec les États-Unis d'Amérique, a déclaré João Lourenço, et d'ajouter: nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. EcoNews revient sur une polémique sur la régulation de la circulation routière à Kinshasa. 350 000 $ américains partis en fumée, titre le journal. Des éclaircissements attendus sur l'exécution du plan opérationnel, note le tabloïd. 350 000 $ américains pour prendre en charge 950 agents mobilisés, drones et motos déployés, mais Kinshasa suffoque toujours sous les embouteillages alors que le gouvernement central promettait une circulation fluide des poids lourds et une baisse des prix. Le commissaire provincial ville de Kinshasa, chargé du plan anti-bouchon de la ville, brille par son inaction. Entre mesures inappliquées et rapports introuvables, les Kinois s'interrogent à quoi ont servi ces fonds. Le ministère de l'économie nationale exige des comptes, mais dans les rues de la capitale, le chaos, lui, reste bien présent. Fin de cette revue de presse. Retour sur ce plateau, nous entamons déjà la dernière ligne droite de ce économie et développement de ce jour et nous recevrons le professeur Dadi Saleh. Je rappelle qu'il est professeur à l'Institut de développement rural de Goma et il enseigne partout dans la région, partout il est invité. Professeur, on dit aussi que le commerce, les échanges commerciaux peuvent être un antidote pour enrayer la guerre, l'intensification. Est-ce qu'on peut imaginer que l'intensification des échanges commerciaux entre la RDC et le Rwanda peut être aussi une des solutions pour enrayer la guerre? C'est une question cruciale, hautement technique, que je ne m'hasarderai pas à répondre par oui. Oui. Je pense que j'ai mis plus par non. Et je sais que beaucoup de spécialistes s'étonneraient. Non. Les échanges dans le sens commercial ne peuvent pas faciliter une sorte qu'on finisse la guerre tant que c'est à sens unique. Je précise. Tant que c'est à sens unique. Ça ne pourra jamais. Mais si c'est à sens multiple, donc les deux pôles, ok, A et B, j'arrive à faire les échanges, on arrive à faire les échanges commerciaux, j'ai 2, 3, 4 produits de base, ok, et que je peux échanger avec vous parce que vous avez 2, 3 produits de base, alors nos échanges vont faire un accord pour que nous puissions, ça va être un peu interdépendants sur le plan de des échanges et qu'effectivement ça peut ramener la paix. Mais tant qu'un côté ne produit pas, ça va, et que c'est en sens unique, non. J'espère que je me fais très bien comme ça. Ça ne pourra jamais être un grand outil de paix, un grand outil des attentes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que l'autre qui ne fait que produire, on dit la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Oui. Donc si la République démocratique du Congo n'est qu'un marché, c'est-à-dire nous ne faisons que recevoir, et nous sommes encore plus pire, nous sommes aussi un marché des capitaux. Ce sont les étrangers qui amènent les capitaux
en grande partie. Parce qu'effectivement, apparemment, quelqu'un a appris à beaucoup de nos gouvernements, ça va qu'il faut aller chercher les capitaux à l'étranger. Et effectivement, il y a beaucoup de capitaux. Nous sommes aussi esclaves en termes de capitaux. Et effectivement, le système bancaire justifie ce que nous sommes en train de dire. Parce que si vous voulez avoir des crédits, vous dépendez du Kenya, vous dépendez du Nigeria, vous dépendez effectivement de ces banques-là, avec leurs capitaux. Ce ne sont pas vos capitaux. En grande partie, ce ne sont pas des capitaux, effectivement, de la République démocratique du Congo. Donc, la main qui donne reste au-dessus. Donc, le système commercial à sens unique ne pourra jamais, ça va, faire partie d'une bonne stratégie pour la paix. Et qu'effectivement, vous avez compris, c'est lui qui vous donne beaucoup de produits et que vous ne faites que consommer. La tendance, c'est quoi? C'est quand il voit que le marché répond. Ça va? Depuis que j'avais appris que les Thomson ne venaient pas de la République démocratique du Congo et que même à Kinshasa, pour produire le pain, en grande partie, ça ne dépend pas des Congolais, je peux vous garantir que j'ai la nausée économique. Ok. Ça va? Vous comprenez qu'avec 15 à 20 millions de personnes, nous ne contrôlons même pas la production de pain. En tant que Congolais, parce que ce sont les étrangers, je vous ai dit pour raison déontologique, je ne cite pas ces entreprises-là, mais tout le monde le sait. On ne contrôle même pas ce point-là, où les gens consomment matin, midi, soir. On est incapable de faire un système industriel complet, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a un système industriel complet où nous nous contrôlons nous-mêmes, où nous produisons, nous créons des millionnaires et des milliardaires. Ça va faire en sorte que nous puissions être indépendants et que par le surplus de production de la consommation interne, c'est à ce moment-là que nous pouvons exporter. Alors, tant que nous sommes incapables même de produire le pain suffisamment pour les Quinois de nous-mêmes, et pour le gomatracien, etc. Ce sont les étrangers qui nous amènent le pain et qui nous amènent les Thomson, qui nous amènent effectivement et même effectivement des semoules. Vous connaissez les problèmes de Lubumbashi. Chaque fois, il n'y a plus de maïs. Il faut faire recours à la Zambie. Non, c'est ridicule. Voilà. Économiquement parlant, c'est ridicule. Donc cette philosophie ne peut pas marcher avec un État qui ne produit pas et qui attend tout, parce qu'effectivement, la tendance sera, j'ajoute encore pour faire un peu les chiffres d'affaires. Donc l'étranger fait tout pour que nous ne puissions pas produire, parce que ça l'arrange. Lui, c'est fait des milliards. Qui détiennent l'économie de Kinshasa? Qui construit des immeubles un peu partout? Ce sont les étrangers en grande partie. Parce qu'effectivement, ils ont cette manne-là et la facilité de leur banque. Ça va? C'est pas l'argent. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Non. Ils ont un système financier de leur pays qui leur facilite de faire un peu tout cela. Et nous, nous n'avons aucune banque congolaise. Donc, il n'y a aucune politique bancaire totalement pour le pauvre Congolais pour qu'il puisse sortir de la pauvreté. Il n'y en a pas. Moi-même, j'ai fait une thèse. Oui. Ça, plutôt, c'était de mémoire des licences où j'ai proposé des banques du type Grameen. Ça va, c'est-à-dire des banques de pauvres. Avec Younous, effectivement, jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune banque de pauvres. Je dis bien, ces systèmes n'ont jamais été implantés. Il y en a qui essayent d'amener certains produits, mais non, on n'a aucune banque de pauvres. Alors, comment on va faire sortir les 83% des Congolais qui vivent en deçà du seuil de pauvreté avec les systèmes bancaires? Ce n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas éligibles. Voilà. Ils ne sont pas déjà là. Une équation difficile, donc, mais vous avez proposé ce que vous avez appelé vous-même une économie de guerre. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Pour l'instant, c'est une de vraies solutions, parce que c'est une solution à court, moyen et long terme. La solution de l'économie de guerre va faire en sorte que immédiatement que les Congolais puissent s'enrichir en gagnant la guerre. Ça va? Et exemple simple pour la compréhension de tout le monde, ça va? Les secteurs de guerre est multiforme. Les secteurs de guerre peuvent prendre effectivement la nourriture pour tous les militaires. Ça peut prendre la nourriture pour toute la population qui est en fuite, etc. Ça va pour tous les enfants et femmes des militaires qui sont supposés bien manger. Et ça prend aussi par exemple l'habillement des militaires. Qui fait les habits de militaires? Et ça prend par exemple des batteries. On utilise beaucoup de batteries, de l'électricité, etc. en temps de guerre. Ça prend par exemple les carburants. Alors vous allez bien voir, en observant très bien, nous ne faisons qu'importer presque tout cela. Et pourtant c'est l'argent en cash qui sort. Donc l'économie de guerre, dans une structure, ça va, où nous pouvons avoir un budget de guerre, c'est-à-dire par exemple les 15 milliards de dollars pour la loi financière de 2025, ça va, nous pouvons avoir 80% qui va en économie de guerre. L'économie de guerre, par exemple, qui va aller aussi vers les investissements de guerre. C'est-à-dire effectivement qu'on ne peut pas prioriser de construire l'ARENA. L'ARENA ramène quoi à la guerre?
L'ARENA nous permet de gagner la guerre. Où ça? On ne peut pas favoriser qu'on puisse construire des routes pour chaque député. Ça va? Parce qu'il veut seulement se faire réélire. Et il faut construire des routes dans chaque village. Il faut plutôt se poser des questions. Quelles sont les routes prioritaires pour que nous puissions acheminer? Ça va, nous puissions acheminer nos troupes un peu plus facilement et des ravitaillements. Ce sont ces routes-là qui deviendront prioritaires en termes d'investissement de guerre. Ça va. L'investissement des guerres, par exemple, on peut se dire, oui, ici nous pouvons investir sur les Ouazalènes. Oui. Ah ben oui, nous investissons sur quoi? Pour l'instant, apparemment, nous investissons encore sur les politiciens pour qu'ils puissent faire des meetings. Or, l'argent pour faire des meetings peut faire en sorte que là, à Kindu, où les Ouazalènes sont en train d'aller se battre pour l'instant, là où je vous parle, pour la République démocratique du Congo, sans moyens. Je viens de causer avec un général, effectivement, qui a $5 000 avec des brigades et il ne sait pas comment est-ce qu'il va se déplacer parce qu'il n'a pas de munitions. Or, quelqu'un a fait des meetings avec l'argent. Quelle que soit la provenance de cet argent-là. Donc, les 1 million de dollars, les 10 millions de dollars pouvaient aller être injectés plus ou moins directement auprès des Ouazalènes. Dans leur formation rapide, la RAD, notre réserve armée de la défense, n'a pas assez de moyens. Je l'ai dit parce que je travaille avec la RAD. Voilà. La RAD n'a pas assez de moyens, mais il y a tout le moyen pour tous les voyages du monde. Voilà, pour les politiciens. Et pour tous les lobbying du monde, que je ne suis pas contre les lobbying. Tous les lobbying du monde, vous voyez comment les gens dépensent. Et ici, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a détourné 50 millions. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Donc, nous pensons effectivement qu'avec l'économie des guerres, à court terme, ça nous résout d'abord un problème existentiel immédiatement, parce que cet argent va être injecté auprès des mamans, ça va, auprès des papas, qui vont produire et vivre. Ça va aller dans la recherche. Dans la recherche, c'est-à-dire quoi? Les Congolais doivent produire eux-mêmes, par exemple, des chars de combat. Les Congolais, c'est ça, l'investissement dans la guerre. Ça va, on investit dans la recherche. On investit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes nos Tokiwaki? On continue à utiliser des Motorola ou bien, etc. Non, c'est un peu ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne s'est enrichie avec la guerre. Les États-Unis se sont enrichis avec la guerre. Beaucoup de pays, effectivement, s'enrichissent avec la guerre. Donc, l'économie des guerres, à court terme, résout déjà une question. À moyen terme, ça établit des millionnaires et ça établit des cartels. Ça va? Par exemple, si nous prenons l'agriculture, en boostant l'agriculture, on peut produire des milliers, tout le monde sait très bien qu'on a 80 millions de terres arables. Tout le monde le sait. Mais pourquoi alors nous pouvons importer des denrées pour que nos militaires puissent manger? Non, absolument pas. Et la population qui est en difficulté. Ça doit être des Congolais en choisissant des zones, un peu d'une façon claire, qui produisent la nourriture pour que nos militaires puissent manger. Plutôt que donner ces contrats-là, vous avez bien compris, quelqu'un avait osé donner des contrats, ça va, juste pour importer des maisons préfabriquées à un étranger. Donc, nous les Congolais, nous ne savons même pas passer des commandes dans ce cadre-là. Donc, nous sommes devant des gens qui ne comprennent pas que c'est une opportunité, comme je l'ai dit. La guerre, c'est un problème, je suis d'accord. Mais la guerre, économiquement parlant, et dans le sens entrepreneurial, c'est parmi les plus grandes opportunités dans le sens entrepreneurial. Donc, on devait créer des millionnaires dans tous les secteurs. Et les secteurs sensibles où ce sont les Congolais qui vont produire. Je comprends. Certaines personnes pensent ne pas avoir confiance aux Congolais. Mais non, ce n'est pas ça le problème. C'est parce qu'effectivement, il y a trop de commissionnaires, ça va, et trop de gens qui volent à partir du haut. Si nous faisons la rigueur, $1, un franc congolais, ça va, qui est perdu dans des inutilités, comme on est en train de les voir dans des ministères, etc., on vous tue. Parce que vous êtes allé au Japon, allé en Chine. Vous, l'argent de l'État, vous êtes en train de circuler, boire la bière, montrer que vous avez acheté des maisons. Vous avez acheté des maisons avec quoi? Parce que vous êtes devenu ministre, parce que vous êtes devenu député, maintenant vous pouvez vous promouvoir. Non. La rigueur commence par la tête. Et je vous assure que c'est possible, personne ne va voler l'argent de la République démocratique du Congo. Si on ne voit pas les résultats, on vous fusille, parce que nous sommes en guerre. C'est-à-dire, effectivement, vous avez compris que l'économie des guerres a des conséquences. Vous ne blaguez pas avec l'argent de l'État. Vous devez fournir à temps, fournissez à temps. Très bien. Professeur Dadi Saleh, en tout cas, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Peut-être en 10 secondes, le mot de la fin. Oui, en 10 secondes, vous comprenez très bien qu'avec l'économie des guerres, alors là, on peut avoir des industries, des Congolais. Et pour raison stratégique, l'État congolais va s'approprier d'abord certains secteurs sensibles.
comme par exemple les lithium, etc. Ça, ce sont des secteurs où, comme en Chine, on ne peut pas ouvrir ça aux étrangers. Et là, nous aurons maintenant les systèmes industriels complets. Donc, à long terme, effectivement, nous allons regagner notre économie en main le plus facilement possible. Donc, j'aimerais promettre et dire à tout le monde, Excellence, Monsieur le Président, il y a une occasion exceptionnelle par rapport à ce nouveau gouvernement. Il y a possibilité que nous puissions faire l'économie de guerre, avoir un budget de guerre, avoir des investissements de guerre, et je vous assure, les gens vont s'étonner comment la République démocratique du Congo va sortir de ces chaos le plus rapidement possible. Ce sera votre mot de la fin. On vous remercie beaucoup, professeur Dadi Saleh, d'avoir répondu à notre invitation. Économie et développement, c'est ici la fin de parcours. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver avec un autre invité, mais toujours parler de l'économie, de croissance et de développement. On remercie toute l'équipe technique qui a été tenue de main de maître par Eli Kabea et toute l'équipe en régie. On se donne donc rendez-vous prochainement et ce sera toujours avec le même plaisir. À la prochaine.